Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Comment donner envie aux personnes qui nous suivent de s'arrêter un moment pour lire nos contenus ? Comment réussir à capter leur attention en une seule seconde ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Mélanie Roussel, plus connue sous son compte Instagram et son site web éponyme Les Recettes de Mélanie. Au travers de son parcours, vous découvrirez la place importante qu'a pris la photographie culinaire dans sa vie professionnelle. Mélanie nous partagera sa vision du pouvoir de la photographie et plus de 7 conseils concrets pour apprendre la photographie culinaire chez soi. Dans cet épisode, on va parler de techniques et d'astuces photo, mais aussi de matériel, d'accessoires et d'angles de prise de vue. Vous aurez ainsi toutes les clés pour mettre en valeur vos buffets de petit déjeuner, vos plats concoctés avec amour si vous avez une activité de table d'hôte, mais aussi pour mettre à la une vos restaurants favoris. Un épisode qui, j'espère, vous sera très utile et vous incitera à passer à l'action. Suivez Mélanie sur Instagram, YouTube, LinkedIn également et bien entendu son site web dédié à la photographie culinaire. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode que vous pouvez retrouver également sur mon site internet. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Mélanie et vous retrouve à la fin de l'interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Hello Mélanie, j'avais déjà partagé dans un de mes carnets d'inspiration food ton superbe travail de photographie culinaire. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour de vrai sur le podcast pour parler de ton sujet de prédilection. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter ton parcours avec la photographie culinaire ? Est-ce que c'est une passion que tu as décidé de développer ? Comment est-ce que cette aventure, elle a démarré en fait ? Alors en fait, tout a commencé avec mon blog de cuisine. Donc j'ai un blog de cuisine qui s'appelle lesrecettesdemélanie.com et j'ai créé ce blog parce que j'étais passionnée de cuisine et j'avais envie de partager mes recettes. Et à l'époque, je connaissais absolument rien à la photo et encore moins à la photographie culinaire. Je ne savais même pas que c'était quelque chose qui existait. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que les photos étaient vraiment très importantes sur un blog de cuisine, puisque finalement, il y a que les photos qui peuvent donner envie de lire la recette en entier, de la reproduire. S'il n'y a pas de photo, la photo donne pas envie, les gens vont pas avoir envie de tester la recette, même si la recette est très bonne. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'améliore mes photos parce que, après tout, quand on passe beaucoup de temps à alimenter un blog de cuisine, le but, c'est pas qu'il soit lu uniquement par notre famille, c'est que quand même les recettes soient reproduites par d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la photo. Et puis on m'a offert un réflexe. Donc là, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Et en fait, petit à petit, en apprenant un peu en autodidacte, je me suis découvert une passion pour la photographie, et en particulier la photographie culinaire. Et aujourd'hui, je dirais même que j'adore cuisiner, mais j'adore encore plus la photographie culinaire. Donc c'est comme ça que cette passion est née et que du coup, j'en ai fait mon métier aujourd'hui. D'accord. Parce que à l'époque, à tes débuts du blog, forcément, c'était une passion, mais qui était un side project. Donc, tu étais en poste et aujourd'hui, tu en fais vraiment une activité principale. Tu as des marques qui ont commencé à te contacter grâce à ces créations de photos culinaires, finalement. Oui, c'est ça. En fait, à la base, je suis ingénieure logistique, donc vraiment rien à voir Rien à avec voir. la photographie, avec le culinaire. Et en fait, à force de m'améliorer, j'ai fini par être contactée par des marques. Donc, c'était en 2018, la première marque qui m'a contactée pour une collaboration rémunérée. Et en fait, elle souhaitait que je lui crée des recettes avec photos pour leur site internet. Et c'est là que je me suis dit: «Ah, mais en fait, ça pourrait potentiellement devenir une activité». Donc j'ai créé ma micro-entreprise, comme ça en 2018 et puis, petit à petit, j'ai fini par, être de plus en plus contactée, que ce soit pour, poster sur mon blog, mais aussi pour travailler directement avec les marques, pour leur propre support de communication. Et en fait, c'est, voilà, fin 2021 où je me suis dit: «C'est plus possible, d'avoir les deux casquettes», parce que le boulot à temps plein, plus, cette casquette-là qui me prenait de plus en plus de temps. Donc c'est comme ça que là, depuis, le 1er janvier 2022, j'ai décidé de faire cette activité-là à temps plein. D'accord. Donc, pendant 3 ans, tu as géré de front tes 2 activités. Et puis 2021, tu es passée à temps plein. OK. Et Mmh.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu as décidé de créer tes premières formations en ligne et aussi en présentiel. Oui, c'est ça, en fait, c'est, finalement juste après le confinement. Ça a Mhm. commencé avec un guide sur le stylisme culinaire, donc un e-book, qui est toujours accessible sur mon blog de cuisine. Donc un e-book qui fait une centaine de pages où dedans je mets, tout ce que je sais sur le stylisme culinaire parce que j'avais vraiment envie de partager, cette passion qui m'anime et en fait le guide a bien plu et j'ai eu envie d'aller plus loin et de me dire: «Bon, là, c'était sur le stylisme, mais j'ai envie aussi d'expliquer la photo, comment on fait ses réglages, comment on choisit la lumière et cetera». Et je me suis dit: «C'est pas dans un e-book que ce sera le plus adapté pour vraiment transmettre les choses. Faut qu'il y ait des vidéos, ou alors faut que ce soit en présentiel». Donc c'est comme ça que j'ai créé ma première formation, la formation à la photo culinaire sur smartphone pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc Mhm. ça, c'était, je pense que c'était fin 2020. Voilà et puis depuis, il y a beaucoup d'autres formations qui ont vu le jour. Je continue d'alimenter, mon site de formation, donc toujours en lien avec la photo et maintenant la vidéo culinaire. Donc c'est vraiment une autre partie de mon activité. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir, voilà, un 50-50 entre les formations que j'anime, soit en ligne, soit en présentiel et la partie photographie. D'accord. Donc, tu as professionnalisé cette activité de formation au point même de devenir organisme de formation certifié Calliope. Tout Donc, tu es à fait. vraiment allé Ouais, tout loin dans à cette fait. démarche par rapport Ouais, à d'autres photographes qui proposent cette activité plutôt en annexe, mais pas de manière professionnalisante comme toi tu le fais en fait. Tu es une des rares, il me oui, c'est semble, ça, à le ouais. faire de manière très, pas certifiante, mais dans le sens vraiment comme étant une vraie prestation de formation, quoi. Tout à fait. Ce qui me permet aujourd'hui de travailler avec des entreprises donc qui font financer, ces formations, avec les organismes, financeurs. Ouais, j'ai vraiment voulu faire en sorte que ce soit comme une école, en ligne de formation à la photo culinaire, donc pas seulement proposer juste une seule formation, mais vraiment pouvoir accompagner les élèves de leur début à, s'ils le souhaitent, à leur professionnalisation, à ce qu'ils deviennent Ah photographes oui, culinaires d'accord. s'ils le souhaitent. Donc il y a vraiment Donc des c'est tout niveau, formations quoi. pour, les débutants, pour le ouais, voilà. Le but, c'est vraiment de les accompagner, sur tout le parcours. Donc il y en a qui vont juste, vouloir, voilà, apprendre à faire des belles photos avec leur téléphone, qui ont pas du tout, derrière un but d'en faire une activité professionnelle et puis d'autres qui, au contraire, veulent se lancer. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts et puis je continue d'enrichir, l'offre de formation, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En plus, j'aime beaucoup partager, mes connaissances et cette passion, donc ça m'anime vraiment. Ça s'entend en tout cas. Et du coup, bon, comme tu disais, ça peut être des amateurs, mais ça peut aussi être donc des créateurs de contenu culinaire comme toi à l'époque, des blogueurs, des restaurateurs aussi, éventuellement qui participent à tes formations. Ça peut être aller Oui, même tout à jusqu'aux fait, marques, ouais. même des marques qui assistent à ces Alors formations. ça peut être, des petites marques, voilà, des petites marques ou des restaurateurs qui ont pas forcément le budget pour faire appel à un photographe culinaire, sur du long terme. Parfois, ils vont peut-être faire appel à un photographe pour le lancement, mais voilà, s'ils mettent à jour leurs produits régulièrement, qu'ils ont envie de photos, qui sont, liées à la saison, voilà, ça demande, d'avoir, de nouvelles photos, régulièrement et faire appel à un photographe culinaire, c'est un budget. Donc pour une marque qui se lance ou un restaurateur, ça peut être compliqué. Donc, j'en ai qui se sont effectivement inscrits à mes formations pour, pouvoir le faire, en interne. Après, il faut savoir que, voilà, il y a les avantages et inconvénients de faire appel à un pro et ou de le faire soi-même. Quand on le fait soi-même, il faut être prêt à investir du temps parce que, Mhm. non seulement, effectivement, il faut suivre la formation, mais il faut également beaucoup pratiquer ensuite pour, acquérir toutes les connaissances que l'on peut voir lors de la formation. Donc ça demande déjà d'avoir, un intérêt pour la photo parce que si c'est quelque chose qui nous intéresse pas du tout, on n'a pas la patience, ouais, voilà, ça va pas marcher. Sans parler du budget d'un point de vue matériel, en plus, quand on internalise. C'est un budget qui peut vite grimper finalement aussi si on décide de tout faire versus faire appel à un prestataire, à un photographe professionnel, quoi. Il y a aussi, il y a toujours cette Oui. question de, voilà, quel est trouver l'équilibre pour arriver à se constituer une banque d'images intéressante pour pouvoir être présent de manière très régulière, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur son site web. Voilà, effectivement, c'est la question que se posent beaucoup mes auditeurs, hein, des hébergeurs touristiques. Et du coup, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai fait appel à ton expertise pour partager avec les auditeurs qui nous écoutent ta vision de la photographie dans une phase de découverte, de séduction de ses prospects. C'est-à-dire que pour les hébergeurs qui nous écoutent, que peut représenter finalement la photo en termes d'attractivité, selon toi?
Bah, pour moi, c'est extrêmement important. Et pour moi, c'est aussi important que les avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les avis comptent pour beaucoup quand on réserve quelque chose. Moi, je sais qu'à titre personnel, quand je réserve mes vacances, je vais accorder premièrement l'importance aux photos parce que s'il n'y a pas de photos, déjà, ça ne m'inspire pas confiance. Ou si les photos, elles font pas envie, ça fait pas très professionnel. En fait, on sent que l'établissement, bah, il s'est pas forcément investi dans les photos. Et entre deux établissements qui vont proposer le même type de prestations, avec le même type d'avis, s'il y en a un qui a de superbes photos qui donnent envie et l'autre qui les photos, bah, voilà, elles sont prises dans de mauvaises conditions. On voit que ça a été fait avec un téléphone sans connaître rien à la photo. Bah, je vais choisir forcément celui qui aura les photos qui donneront plus envie, même si au final les prestations sont les mêmes et peut-être même que celui qui a les moins bonnes photos aura, une meilleure prestation. Mais les photos, c'est extrêmement important parce que encore une fois, c'est un peu comme sur le blog de cuisine finalement, quand les personnes vont réserver, leurs vacances, elles vont pas, se rendre sur place, voir comment c'est, elles vont du coup se fier uniquement aux photos, aux avis, alors peut-être à la description, mais je pense que, enfin en tout cas dans mon cas, je me fie surtout à voilà, ce qui est écrit dans les avis et aux photos et un peu moins à ce qui peut être écrit pardon, par, l'hébergement. Et donc pour un hébergeur qui vient de commencer, qui a pas forcément, beaucoup d'avis, les photos, c'est indispensable. Ouais. Et beh, comme tu l'as dit, en fait, sur un secteur, qui est quand même très concurrentiel, tu te balades sur une plateforme, Airbnb ou Booking, pour chercher un hébergement, hein. Ton exemple quand tu es parti en vacances la dernière fois, j'imagine que ça a été ton cas. C'est qu'au-delà avant même d'aller voir le descriptif, comme tu dis, de comparer, des hébergements, bah, en fait, il faut avoir envie d'aller cliquer. C'est-à-dire que sur des pages où Oui. il y a, des centaines de résultats, qu'est-ce qui fait que tu cliques ou pas sur certaines de ces annonces? Parce que tu vas pas toutes les ouvrir une par une, en fait. Donc, Mmh. qu'est-ce qui donne envie déjà, ne serait-ce que de cliquer pour en savoir plus? Et c'est effectivement en ça où la photo, clairement, bah, elle vient, faire pencher la balance, quoi, clairement. Ouais, c'est clair. Et du coup, si certains veulent faire appel à un photographe professionnel, bah, pour valoriser leur location saisonnière et qui, comme tu l'as dit, c'est finalement pas une option, hem, ça peut devenir aussi des contenus qui sont plus axés sur la découverte de la région. Quels conseils tu donnerais si on veut mettre en avant, d'un point de vue culinaire, parce que c'est le sujet qui t'intéresse, hein, comment on peut mettre en avant son buffet de petit déjeuner, par exemple, ou ses confitures maison, parce qu'on fait des confitures maison, ou parce que, on fait notre propre pain, ou parce qu'on est table d'hôte. Quels seraient tes conseils pour améliorer, la photographie culinaire chez soi? Alors, moi, je dirais le plus gros point, le point le plus important, ça va être la lumière. Donc surtout, premier conseil, on n'utilise surtout pas le flash de son appareil photo de son téléphone. On éteint toutes les lumières à la maison. Donc pour le photo culinaire, vraiment la lumière, artificielle des ampoules domestiques, c'est vraiment à éviter parce qu'elle va avoir une teinte soit chaude, donc soit jaune, soit bleue, au contraire froide, et ça fait vraiment pas naturel. Donc idéalement, on utilise la lumière naturelle. Si on peut, on se place le plus proche possible de la fenêtre ou dehors, mais on va utiliser plutôt une lumière douce, c'est ce qui sera le plus facile à maîtriser quand on débute. Donc une lumière douce, c'est quand on a un ciel qui est nuageux, par exemple, on va pas avoir la lumière, directe du soleil avec, du coup des ombres très dures. La lumière douce, ça va vraiment créer quelque chose de flatteur pour le sujet. Donc si on se met dehors et que le ciel est nuageux, c'est parfait, ou alors s'il y a un soleil, on peut se mettre sous un parasol à l'ombre des arbres, et si on est en intérieur, on va se mettre le plus proche possible d'une fenêtre. Pareil, sans avoir la lumière dure directement. Donc soit on pourra utiliser un voilage blanc pour, adoucir la lumière si on est exposé plein sud et qu'il y a un grand soleil, soit se placer plutôt à une fenêtre exposée, nord ou nord-est où on n'aura jamais la lumière directe. Donc ça, la lumière, c'est vraiment le point qui fait pour moi 70 du travail. Donc après, peu importe le matériel que l'on va utiliser, si déjà on a une bonne lumière, on a, beaucoup de chances d'avoir une photo qui sera réussie. Après, un autre conseil, ça va être de faire attention à l'angle de prise de vue. Donc ça va vraiment dépendre de notre sujet. Si on veut montrer, par exemple, une table de buffet, donc on peut, peut-être prendre une photo vue de dessus pour montrer, l'intégralité de la table. Alors ce qui est pas toujours évident, voilà, donc parfois ça demande de monter sur une chaise ou un escabeau pour avoir suffisamment de recul. Si on a un sujet, qui est plus haut que large, par exemple, un pot de confiture, un burger ou je ne sais pas, enfin voilà, quelque chose de Mmh. plus haut, on pourra utiliser plutôt un angle de face, et au contraire, si le sujet est plat comme, une crêpe, une tarte, plutôt un angle vu de dessus. Et puis si on veut montrer à la fois le devant du sujet et le dessus, l'idéal ce serait d'avoir, son appareil photo, son téléphone, incliné pour pouvoir montrer les 2. Donc ça peut être le cas, par exemple, si on fait une boisson, et on veut montrer à la fois
fois l'intérieur du verre et la décoration que l'on a fait sur le dessus du verre. Donc vraiment se poser la question, c'est quoi que je prends en photo? Est-ce que c'est juste mon pot de confiture? Est-ce que c'est ma table en entier? Et quel va être l'angle qui va finalement mieux le mettre en valeur? OK. Après, un autre conseil, c'est, d'éviter de centrer son sujet. Ça, c'est l'erreur des débutants. Oui. Souvent, on va mettre son sujet en plein milieu. Quand on fait un portrait aussi, on met le sujet en plein milieu et en fait, on va tout de suite avoir plus, une photo qui aura plus d'intérêt quand on va décentrer son sujet. Donc là, ce que je conseille aux personnes, si elles prennent leurs photos avec leur téléphone, ça va être d'activer la grille. Mmh. Donc que ce soit sur iPhone ou Android, on peut aller dans les paramètres, activer la grille et donc là, on fait apparaître la grille des tiers. Donc la grille des tiers, ça fait partie de la composition de la règle des tiers, qui est la règle de composition la plus couramment, utilisée en peinture, au Mmh. cinéma, en photographie et qui, consiste à placer son sujet soit sur une des lignes qui apparaît sur la grille, soit sur un des points d'intersection Mmh. et donc finalement à décentrer son sujet et c'est ce qui permet d'avoir, quelque chose d'un peu plus intéressant qu'un sujet mis, au milieu. C'est ce qui donne de la profondeur, cette règle des tiers, finalement. C'est de laisser un peu d'espace aussi, à côté du sujet, je le vois sur les paysages, par exemple, ou sur les portraits, Oui, effectivement, quand, oui, tu prends la photo de quelqu'un en portrait, c'est vrai que c'est de laisser la place au regard, en fait, sur le côté, enfin, oui, vous oui, regardez oui. d'aller dans le sens du regard, par exemple et Ouais. ça fait travailler l'imaginaire, ouais. C'est quelque chose qui plaît à l'œil, en fait, inconsciemment, donc c'est le but de la composition, c'est de faire en sorte qu'on utilise des petites astuces, des règles qui vont, nous permettre de savoir où placer notre sujet et qui vont plaire au regard, qui vont attirer le regard vers le sujet. Puisque le but, en fait, quand on prend une photo, quelle qu'elle soit, c'est que le regard, il soit attiré en premier par le sujet, qu'il soit pas distrait par d'autres éléments. Donc, une autre astuce, d'ailleurs à laquelle je pense là, c'est éviter d'utiliser des choses qui vont être, décorer avec des motifs si ce n'est pas notre sujet. Par exemple, si je reprends le pot de confiture parce que souvent dans les tables d'hôtes, les gens font leur propre confiture. Si on prend le petit pot de confiture, à côté, on va éviter de mettre, une assiette qui va être, rouge à carreaux parce qu'on va voir l'assiette d'abord, on va envie de regarder l'assiette plutôt que de regarder le pot de confiture. Donc, essayez plutôt d'utiliser des choses dans les tons neutres autour qui vont éviter de distraire le regard du sujet. OK. En fait, voilà, OK. On garde en tête, on garde en objectif que le sujet, c'est notre, produit culinaire et tout le reste ne doit pas venir parasiter, doivent plutôt juste, venir, accessoiriser sans prendre la vedette, en fait, sans voler la vedette, grosso modo. C'est exactement ça. D'accord, OK. Ouais, tout à fait. Du coup, pour résumer, c'est-à-dire donc, ton conseil numéro un et qui fait 70 du job, c'est le choix de la lumière. Choisir une lumière qui soit douce, privilégier la lumière naturelle et vraiment absolument, bannir tout ce qui est lumière artificielle. L'angle de prise de vue, donc, avec cette, règle donc l'angle de prise de vue, que ce soit de haut, sur le côté ou de face. Ne pas centrer son sujet avec la règle des tiers, se Mmh. s'aider de la grille de composition qu'on peut trouver facilement et qu'on peut activer effectivement sur son téléphone. C'est vrai que ça, depuis que je l'ai montré aussi à mon mari, heu, tout bêtement, en fait, ça permet aussi de prendre des photos droites parce que j'en peux plus de voir Oui. des photos où la mer, tu sais, elle est complètement inclinée Oui, oui, et oui. c'est vrai que voilà, ça permet de vraiment, harmoniser sa photo et puis ne pas parasiter la photo. Donc c'est ces 4 conseils que tu donnes en priorité. OK, merci. Tout à fait, Hem ouais. et est-ce que tu as des conseils plus spécifiques pour les photos culinaires prises au restaurant? Je m'explique. En fait, je conseille en effet souvent aux hébergeurs, déjà parce que tout le monde ne fait pas table d'hôte, hein, de partager leur restaurant favori. C'est un peu comme quand tu vas chez un gîte, souvent on aime bien demander aux locaux en fait, quels sont les meilleurs endroits, où est-ce qu'on peut manger, des plats typiques de la région et cetera et du coup, moi je les incite vraiment à le faire, par exemple sur leur blog ou sur leur site web, de partager leurs restaurants favoris, dans leur newsletter, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des astuces pour faire des photos qui soient plus attractives que d'autres quand tu es pas chez toi? Et ça veut dire que déjà tu as un temps un peu limité, qu'il y a d'autres clients dans la salle, que, tu as pas toujours ton appareil photo avec toi et qu'on va peut-être rester sur la notion de smartphone. Quelques conseils ou astuces que tu as pour la photo au restaurant? Ouais, alors effectivement, la photo restaurant, c'est plus complexe, comme tu l'as dit, il y a beaucoup plus de contraintes. L'idéal, c'est d'aller, prendre ces photos lors du déjeuner, donc d'éviter le dîner. Pourquoi? Parce qu'on aura, peut-être, plus accès à la lumière naturelle et encore une fois, la lumière naturelle, ça fait le le gros du boulot. Donc si on peut, faire ces photos lors du déjeuner, donc se mettre,
proche d'une fenêtre, encore une fois, pour pouvoir bénéficier de la lumière naturelle. Par contre, c'est pas toujours le cas. Donc, si on y est lors du dîner et qu'on a uniquement la lumière du restaurant, la petite astuce, ça peut être de passer ensuite à la retouche. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je conseille aussi d'utiliser une application de retouche pour faire en sorte que la photo, elle ressemble à ce qu'on a vu lors de la réalité ou qu'elle soit un petit peu améliorée. Pour moi, c'est vraiment l'étape finale de la photo. Et du coup, quand on prend ces photos en lumière artificielle, une lumière que l'on ne maîtrise pas, ça va être d'utiliser la balance des blancs sur Mmh. l'application de retouche. Donc, la balance des blancs, c'est composé généralement de 2 curseurs, la température et la teinte. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que les blancs apparaissent blancs. Donc, quand on va être dans un restaurant avec une lumière un peu chaude, on peut avoir la photo qui va avoir une teinte un peu jaune. Et Mmh. dans ce cas-là, on va déplacer le curseur de la température vers le bleu pour rééquilibrer, essayer d'enlever cette teinte jaune et du coup d'avoir quelque chose d'assez neutre. Et vice-versa, si l'ambiance était plutôt froide, ben, on va plutôt aller vers le jaune. D'ailleurs, la petite astuce aussi, quand on va vers le jaune, ça donne une teinte chaude à notre image. Donc, si on veut faire des photos plutôt en automne et avoir cette ambiance un peu cocooning, on peut jouer légèrement sur la température Mmh. aussi sur nos photos pour avoir ce côté un petit peu chaleureux. Donc ça, c'est une des astuces. Après, voilà, au restaurant, bah, on n'a pas à dresser le plat, on peut pas choisir la vaisselle que l'on va utiliser. On peut quand même choisir l'angle de prise de vue en fonction de l'assiette. Si c'est une assiette creuse, bien sûr, on va plutôt privilégier un angle de vue de dessus ou légèrement incliné. Mais voilà, regardez encore une fois le sujet et voir quel est l'angle qui va le mieux le mettre en valeur et finalement essayer de réappliquer les conseils que j'ai pu donner précédemment, même si, voilà, on est moins libre de faire, ce que l'on souhaite, au restaurant. On est plus et sous la et contrainte. et est-ce que toi, tu, humaniserais, les photos prises au restaurant avec, par exemple, bah, tu manges à plusieurs, est-ce que tu restes assis à ta place et on voit, plus ou moins les mains de la personne qui t'accompagne si tu es, si tu par exemple, tu à 2 ou à 4? Est-ce que tu, par exemple, demandes au serveur de poser sans être forcément pris de visage, mais ses mains, qui tiennent le plat? Enfin, est-ce que tu mettrais une touche d'humain sur ces photos ou pas toi, quand tu es au restaurant? Ah oui, ça peut être très intéressant même à la maison, quand on fait ses photos à la maison, ajouter une touche humain, ça humanise vraiment la photo et ça permet aux gens de comment dire? De se mettre à la place, en fait, de la personne qui prend les photos. Ça rend les choses beaucoup plus vivantes, donc c'est toujours, intéressant effectivement. Alors on évite de mettre les visages, que ce soit les visages des serveurs ou Oui. des autres clients, mais juste les mains. Du coup, ça permet, justement aux personnes de vraiment, se mettre à la place des autres, donc ça peut être très intéressant. Le côté humain, moi, c'est soit le côté humain ou soit le côté action, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes photos, parce que je sais que ça plaît aussi plus aux gens, ouais. Ouais, d'accord. Ça donne un petit côté un peu immersif finalement, surtout au restaurant Oui, où tu te dis: «Tiens, ça pourrait être moi» ou je me vois. En fait, je me projette, je me vois c'est ça. effectivement, je vois par exemple le serveur qui je m'imagine le serveur qui m'amène mon plat quoi, surtout si le plat il est waouh! OK, d'accord. Ouais. Hem, eh bien merci encore pour ces astuces parce que c'est vrai que la question du restaurant, elle est pas évidente. Moi-même, hein, j'aime bien en faire. Tu vas pas, venir, bah, comme on disait tout à l'heure, tu vas pas venir, monter sur la chaise au restaurant, tu vois? Faire des photos de dessus. C'est un peu plus complexe, quoi. Après tu peux Ouais. si bah, après tu peux très bien te dire: «Je m'en fiche et je le fais», quoi, mais voilà, après c'est et puis voilà, se pose aussi la question, est-ce que on demande au restaurant de jouer le jeu avec nous? Est-ce qu'on demande pas au restaurant de jouer le jeu et on fait ça dans notre coin? Voilà, il y a 2 écoles là-dessus, hein. Je sais pas comment, toi tu ferais. Est-ce que tu ferais ça un peu en douce ou est-ce que en tant qu'hébergeur, ton conseil, ce serait peut-être de dire, bah, c'est le moment de faire une collab, en fait? Toi qui as l'habitude de faire des Oui. collaborations, est-ce que, finalement, ce serait pas une manière comme une autre de faire une collaboration, quoi? Ah oui, tout à fait. Bah, je conseillerais plutôt d'aller voir, du coup, la personne responsable du restaurant en lui expliquant: «Voilà, est-ce que ça vous dérange que je fasse quelques photos? Voilà, je me présente, j'ai une table d'hôte, j'ai une chambre d'hôte, à côté et du coup, j'ai un blog sur lequel je partage les bonnes adresses. J'aimerais beaucoup parler de votre restaurant». Bah, c'est que du positif, en fait, pour le Tout à fait. restaurateur et ça peut, bah, l'inciter à aller se renseigner, proposer, et peut-être, vous recommander à des touristes ou à des clients, qui sont dans le coin. Donc ça peut être aussi l'occasion de faire une collaboration, bah, d'échanger des cartes de visite Tout à ou fait. des flyers, ouais, c'est au contraire, ça engage la discussion donc on a tout intérêt à en parler plutôt que de faire dans son coin, ouais. Ouais, parce que je dis souvent aux hébergeurs qui naturellement, hein, on en voit souvent des personnes en disant: «Bah, moi, je vous recommande d'aller là, là, là. Là, c'est mon resto favori» et cetera. En fait, le restaurateur ne le sait pas qu'on le fait. C'est dommage. Parce qu'en fait, ça Ouais, se trouve qu'on lui envoie ouais, chaque semaine, plein de clients et il le sait pas
c'est dommage. Et du coup, justement, d'immortaliser un peu cette action de recommandation au travers de photos et de posts, par exemple sur un article de blog, je trouve que ça, du coup, vient appuyer et soutenir une collaboration possible. Alors, oui, c'est ça. Après, peut-être que, excuse-moi, peut-être que ça a porté ses fruits ou non, mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Et puis parfois, il y a des restaurateurs aussi qui sont très présents sur les réseaux et qui peuvent repartager ce que vous partagez. Donc, tout à fait. Qui ont une voilà, ça coûte notoriété plus absolument rien de le intéressante. faire. Et... Ouais. Tout à fait. Ça, là-dessus, effectivement, il y a certains restaurants qui peuvent être très connus, très suivis, et qui, du coup, effectivement, rien que d'être relayés par ces restaurants-là, on démultiplie notre audience, en fait, tout simplement. Ouais. Quelles sont tes formations actuelles ou à venir qui pourraient intéresser nos auditeurs pour progresser en photographie culinaire? Tout à l'heure, tu as parlé de ta formation qui existe, ta première qui était la formation des photos culinaires au smartphone. Est-ce que tu en as d'autres qui pourraient intéresser des hébergeurs qui souhaiteraient progresser en photographie culinaire notamment? Alors effectivement, donc celle au smartphone, ça va vraiment être pour les personnes qui n'ont pas envie d'investir dans un matériel, dans un appareil photo, qui trouvent ça un peu trop compliqué et qui veulent juste utiliser leur smartphone. Donc pour ça, elle est vraiment parfaite. Si après, il y a des hébergeurs qui ont déjà un appareil photo type réflexe ou hybride et qui ont une appétence pour la photo, qui ont envie de, peut-être qu'ils en font déjà, de la photo de paysage ou autre, je conseillerais plutôt la formation en photo culinaire sur réflexe ou hybride, qui est ma formation la plus complète, qui est celle qui permet pour certains d'aller jusqu'à la professionnalisation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc celle-là, c'est vraiment la plus complète. Et après, donc là, je vais travailler. Alors, je n'ai pas encore de date de sortie définie. Ce sera peut-être soit fin d'année, soit l'année prochaine, sur une formation sur la photo culinaire au restaurant. Donc Ah bah voilà, tiens, on en a là on rapidement a parlé, spoilé là. mais voilà. Voilà, donc là, elle sera vraiment Ça va voilà, être beaucoup plus super là pour le complète. coup. Ouais. Ouais. Et je manquerai pas clairement au moment du lancement de ta formation, justement de repartager l'épisode qui sera déjà sorti à ce moment-là, mais de refaire une petite piqûre de rappel en disant souvenez-vous, on en avait parlé avec Mélanie, la formation sort et je serais ravie du coup de t'accompagner sur son lancement parce que je suis certaine qu'il y aura effectivement beaucoup plus, de point de vue de mes auditeurs, de personnes qui seraient intéressées effectivement d'apprendre à mettre en lumière les restaurants des partenaires en fait. Tu as parlé de matériel. Et c'est vrai, quand on parle de photographie, on parle forcément de matériel. Quel est selon toi le matériel indispensable pour démarrer la photo culinaire chez soi? Chez soi ou au Alors, restaurant? Est-ce moi, que c'est différent? je dis toujours que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe. Alors, je vais en reparler de la lumière, mais j'insiste beaucoup dessus. Pour moi, c'est vraiment primordial. En fait, à partir du moment où on a une bonne lumière, encore voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est la lumière. À partir du moment où on a une bonne lumière, on peut faire des belles photos, peu importe le matériel, et même avec son téléphone. Donc, en fait, le matériel, finalement, c'est celui que l'on a déjà. Donc, si on n'a que son téléphone, on prend ses photos avec son téléphone et ça, encore une fois, si on respecte la lumière, ça peut suffire amplement. En fait, je trouve que la photo culinaire, c'est quand même, quelque chose d'assez accessible finalement parce qu'avec son téléphone, avec la vaisselle que l'on a à la maison, on peut déjà, faire de chouettes choses. Donc niveau matériel photo, voilà, je ne vais pas forcément conseiller, de en particulier et cetera. Je dirais, voilà, de commencer avec l'appareil que l'on a. Après, en termes de vaisselle, d'accessoires, parce que c'est vrai que c'est aussi un point important, notamment quand on est chez soi, c'est tout ce qui touche au stylisme Oui. culinaire. Hem, Ce que je conseillais là tout à l'heure, des choses neutres, donc voilà, c'est important. Si on peut, plutôt des choses mates. Donc c'est vrai, c'est pas forcément ce que l'on a à la maison, mais quand on a, par exemple, une cuillère qui va être brillante et qu'on prend la photo vue de dessus, on va sans doute se voir dans le reflet de la Oui. cuillère. Je me Donc suis déjà fait avoir. voilà, ça ouais, je pense qu'on se fait tous avoir au début. Donc plus on a des choses mates, moins on aura de soucis sur les reflets. Les reflets, ça peut aussi créer les taches blanches qui peuvent attirer le regard. Donc si on peut, plutôt des choses mates, plutôt des choses neutres. Mais voilà, il y a pas, après, Est-ce qu'il y a des on peut styles déjà commencer. qui s'y prêtent plus? Je sais qu'après, en foot, j'ai l'impression qu'on a vraiment ce côté un peu authentique, tu sais, ce côté un peu recette d'antan. Enfin, ça dépend si c'est le style qu'on a envie de donner, hein. Parfois, on n'a pas forcément envie de ça. Est-ce qu'il y a des matières, je pense au grès, à la porcelaine, à je sais pas, enfin n'importe, je ne sais pas vraiment, le bois, qui marchent plus que d'autres ou qui sont plus faciles aussi à photographier que d'autres? Typiquement, le bois est une Par matière exemple mate, en fait.
C'est exactement tout ce que tu as dit, le bois, le grès, la céramique, alors pareil, la céramique, il y a du brillant ou du mat, mais le Oui. mat, c'est vraiment top parce que, bah, généralement, ça va être aussi dans les choses plutôt neutres et mat qui vont avoir aussi une histoire. Ça va être des choses qui vont être un peu texturées, qui vont être un peu imparfaites aussi et ça contribue à raconter l'histoire et finalement, c'est ce qu'on souhaite, quand on, Mmh. crée une photo culinaire, surtout, bah, quand c'est, la cuisine fait maison et on a envie de partager ça. On a aussi envie parfois de montrer, bah, que l'expérience que vont avoir, nos clients, quand ils vont venir à notre table d'hôte, voilà, quelle va être, l'ambiance autour du repas. Donc, ça peut être intéressant de le montrer aussi, pas seulement prendre le plat, qui est fait, le Mais pain le fait maison, repas mais en tant que montrer tel? peut-être la table, Mmh. voilà, tout ça, l'ambiance, la décoration autour. Ça permet de donner des informations qui vont être utiles, à la personne qui se renseigne. Et le bois fonctionne très bien. Le bois est souvent utilisé en photo culinaire. Après, ça peut être aussi, dans les choses mates, ça peut être du béton, il y a des carreaux de carrelage aussi, des grands carreaux de carrelage, ou du Mmh. parquet aussi qui voilà, si on peut se mettre directement au sol quand on prend une assiette en photo, C'est ce que je ça fais des peut ça fois. peut ça peut faire l'affaire. Ouais. D'accord. Parfois, c'est plus intéressant que le plan de travail qui peut être un peu brillant ou qui est pas à côté de la fenêtre. Enfin voilà, Ouais, ça OK, peut en servir. plastique, enfin pas en plastique, mais en Ouais. mélaminé et puis du coup, bon, bah, voilà, c'est pas ça fait pas naturel réellement, quoi et Mmh, heu et mmh. et du coup, pour la vaisselle, pour le coup, on a souvent de la vaisselle en inox qui, du coup, est brillante. Enfin, il y a de l'inox, ancien, comme tu disais, ou de la des couverts en argent ou est-ce qu'il y a un type de vaisselle, enfin de couvert que tu privilégies aussi? Alors, les couverts, pour avoir des choses mates, il y a 2 possibilités. Soit on achète des choses, qui sont mates, neuves, donc là, moi, je recommande, Monoprix ou, H&M, mais Monoprix, je trouve que c'est vraiment, pratique parce qu'ils ont des couverts qui sont mat et qui peuvent s'acheter à l'unité, donc ça ne demande pas d'acheter la collection entière. Si on veut juste avoir, voilà, une cuillère, une fourchette, un couteau qui soit mat pour les photos, c'est vraiment très Ah, c'est abordable top ça comme et sinon, conseil. il y a autre chose, c'est les brocantes ou Emmaüs ou les vides-greniers où là, on va pouvoir acheter, des choses, en argent patiné par le temps. Moi, j'aime Mmh. beaucoup parce que, bah, c'est très joli. Généralement, c'est des couverts qui sont sculptés et qui n'ont plus ce côté brillant et qui, du coup, racontent aussi vraiment une histoire sur une table en bois. Tout de suite, ça a du cachet. Ça, j'aime beaucoup utiliser, ce type de couvert. Puis c'est pareil, ça coûte vraiment, 3 fois rien en brocante. D'accord. Effectivement, bah, tu vois, c'est drôle que tu parles de la brocante parce que, je perçois chez les hébergeurs qui nous écoutent, un vrai, attrait pour, bah, la déco, hein. Forcément, c'est des gens qui aiment la déco, qui aiment accueillir et qui, souvent aiment faire de la récup ou et du coup, font pas mal de brocantes et on se travaille vraiment de l'authenticité, de raconter une histoire, effectivement. Donc je pense que le côté brocante, ça va parler et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je t'avoue, à la brocante. Enfin, cela dit, j'y ai pensé d'une manière ou d'une autre, c'est que des fois, quand je vais faire des photos, je pars chez la mamie et je vais faire un peu, j'ouvre les placards, tu sais, les vieux vaisseliers et je récupère ce dont j'ai besoin. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a parfois des couverts en argent qui marchent très très bien. Merci pour ces conseils. Ouais. Effectivement, Monoprix, tu vois, j'y avais pas pensé du tout. Enfin, j'avais pas du tout pensé. Donc, c'est chouette. Et c'est vrai que quand on parle de matériel, on oublie souvent effectivement en photo culinaire de parler de toute la partie vaisselle qui est hyper, hyper importante et tu as effectivement aussi appuyé le fait que montrer un repas quand on a une table d'hôte ou pour aussi, pas forcément table d'hôte, mais pour projeter la personne en se disant: «Bah, là, il va y avoir un vrai moment de convivialité», ça peut être super intéressant. Ça peut être Mmh. vraiment, vraiment Ouais. intéressant. Moi, je dis toujours aussi parce que j'aime pas voir des photos, de tables qui sont dressées mais vides. Il y a rien. Il y a que les couverts et les verres, tu Mmh. sais? Ouais, Bah, non, ouais, tu es ouais, pas ouais. en train de vendre un restaurant, tu es en train de vendre, un moment, en fait, de convivialité. Donc en fait, désolé, mais tu vas ouvrir une bouteille de vin, tu vas remplir les verres, tu vas mettre, un saladier avec de la salade dedans, s'il te plaît et puis, enfin, c'est tout bête. Alors c'est sûr que, bah, voilà, les produits, c'est soit tu les manges derrière après le shooting ou bah, c'est perdu. Moi, je conseille toujours de prévoir un repas juste derrière avec des copains. Mais effectivement, je supporte plus, en fait, de voir ces photos, tu sais, voilà, Mmh. dignes d'un magazine des fois et encore que les magazines font quand même l'effort de faire une mise en scène, en fait. Et ce que tu fais très bien, je trouve, justement, dans tes photos, c'est toute cette, bah, c'est le job de la photo culinaire, du stylisme, c'est cette mise en scène, quoi, qui fait je sais pas comment, tu répartis ton temps entre la préparation de la mise en scène
et l'action de la photo, du shooting en tant que tel. Est-ce que tu peux nous donner un espèce de ratio entre voilà, le temps passé à la mise en scène versus le temps passé à la création photographique, quoi? Ça va dépendre vraiment des shootings, il y a des shootings où justement il y a des mises en scène très travaillées et d'autres où ça va être beaucoup plus simple, vraiment très centré sur le produit et où par contre je vais beaucoup travailler la lumière par exemple. Donc ça va vraiment dépendre des shootings, mais effectivement la mise en scène est très importante et si les personnes ne sont pas inspirées, ce que je leur conseille c'est, de chercher de l'inspiration. Donc pour ça, il peut y avoir effectivement les magazines de cuisine ou les magazines de décoration. Moi ce que je préfère c'est Pinterest Ah où oui. je vais, taper, je sais pas, on peut taper par exemple, breakfast, si on veut la table de petit déjeuner, je conseille de faire une recherche en anglais parce qu'il y aura plus de recherches. Ce que vous pouvez taper, c'est breakfast food photography, donc petit déjeuner, photographie culinaire et vous allez avoir plein d'inspirations. Vous allez pouvoir épingler les photos qui vous donnent envie et ça va vous donner des idées. Mais effectivement, le fait, d'ajouter, des plats, des ingrédients, une bouteille de vin et cetera sur la table, tout de suite, ça rend la photo vivante et quand on a une photo où il y a rien, on a l'impression que c'est figé par le temps, que ça peut être un peu froid du coup, alors Mmh. qu'au contraire, quand on a une table dressée et peut-être quelques mains que l'on voit aussi quand on prend des gros plans, on va pas forcément voir le visage des personnes, mais tout de suite, ça rend la photo vivante et ça donne encore une fois l'envie d'y être en fait, finalement. Ouais, de prendre le temps, en fait, de prendre le temps d'un bon repas, entre amis, en famille, en fait, ça suggère effectivement ça et Pinterest, merci d'en reparler parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est vrai que, pour l'inspiration culinaire, clairement, effectivement, c'est une bibliothèque, immense et Mmh. même d'ailleurs, ça l'est aussi pour les techniques, des fois qu'on ait envie de mettre enfin de s'inspirer de techniques typiques en photo culinaire. J'ai l'impression que toi, ton style, tu es quand même pas mal, sur la partie, ce qu'on appelle la dark food photographie, Mmh. Mmh. et le clair-obscur, tu joues beaucoup Ouais. sur ces thématiques-là. Bon alors, c'est hyper varié, hein, mais j'ai l'impression que tu as un petit coup de cœur pour ce type de style, mais Ouais, surtout en automne-hiver. Le clair-obscur, c'est vrai que en automne-hiver, c'est ce que je vais utiliser le plus. J'adore, c'est très artistique, j'aime beaucoup. C'est inspiré de la peinture mais par contre, là, tu vois, en été, je vais plutôt, jouer vraiment sur les ombres, la lumière et les ombres, utiliser de la lumière dure, donc ce que je conseillais pas forcément tout à l'heure, mais parce que c'est quand on débute, ça peut être un peu difficile, mais moi, j'aime beaucoup, voilà, utiliser la lumière dure et jouer avec les ombres, donc créer des ombres qui vont, donner l'impression qu'on est en extérieur, ou à tout de suite donner ce côté estival. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de la saison, puis bon, après pour les clients, j'essaye de proposer une variété de styles, mais c'est vrai que sur mon compte Instagram, l'hiver, on va avoir que des choses en clair-obscur. C'est quelque chose que ouais. j'affectionne plus particulièrement, ouais. Oui, et puis tu as raison de parler de saisonnalité, surtout dans un métier, comme dans un univers comme le voyage et le tourisme, où effectivement l'été, on a peut-être envie de voir des choses plus fraîches et donc plus Mmh. lumineuses en fait. Qui dit frais, Oui. instinctivement, on pense lumineux. Effectivement, ça peut être même des boissons rafraîchissantes avec cette condensation sur le verre, des choses comme ça. Et du coup, bah, Mmh. effectivement, ça marche bien avec une bonne luminosité. Ok, c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de détails en photo culinaire en fonction de ce qu'on a envie de montrer, de l'émotion aussi qu'on a envie de faire partager ou de l'histoire qu'on a envie de raconter, qu'il y a, j'imagine, enfin, ça doit effectivement nécessiter de se former. Et, du coup, bah, merci en tout cas d'avoir créé ces formations-là. Hem, Tu peux nous redonner quelques tarifs, s'il te plaît? La formation culinaire au smartphone, elle est proposée à combien sur ton site? Elle est à 99 € TTC, donc c'est Ouais, vraiment donc la formation ultra la plus accessible. abordable, Ouais, voilà. J'ai d'accord. vraiment Là, il y a plus souhaité la garder d'excuses. voilà. C'est C'est celle vraiment qui la formation d'entrée, ouais. ouais, qui marche le mieux, en termes de produits d'appel dans ton offre de formation, j'imagine? Oui, après la formation réflexe aussi marche très bien, même si elle est beaucoup plus chère, parce qu'elle doit être autour de 497. Mais là, on est sur, des personnes qui veulent vraiment aller plus loin. C'est Ouais. la formation la plus complète, mais effectivement, donc il y a 2 cibles et c'est les deux formations qui marchent le plus. Mais effectivement, voilà, celle sur smartphone, il n'y a pas de question à se poser vu le prix, il y a enfin, c'est largement rentabilisé vu le contenu qu'il y a à l'intérieur. D'accord, OK. Et d'ailleurs, une toute dernière question et après je te laisse tranquille. Est-ce que les photos coulisses sont des photos qui, d'après toi, marchent le mieux ou pas? C'est-à-dire que entre une photo où, on voit par exemple la personne s'affairer, je pense aux personnes qui font table d'hôte, hein. Est-ce que ça marcherait mieux d'après toi de proposer des photos
où on voit le propriétaire du gîte en train de mettre en place la table du petit déjeuner, par exemple, en train de préparer le buffet ou en train de confectionner, plutôt que la table terminée. Le côté en cours, donc work in progress, ou plutôt le côté fini, abouti, prêt à manger. Qu'est-ce que tu aurais tendance à conseiller dans cet univers-là? Je pense que les 2 sont intéressants. Les 2 vont pas avoir le même, objectif. C'est vrai que la photo finie, ça peut être intéressant sur, le site, de ou Airbnb ou le site de l'établissement, pour montrer, voilà, ce à quoi s'attendent les gens. Et par contre, la photo coulisses, ça peut être intéressant plus, sur un blog, sur les réseaux, si les personnes sont présentes sur les réseaux. C'est vrai qu'on aime bien voir en story ou autre les coulisses parce qu'on se dit: «Bon, il y a quelqu'un derrière», ça humanise, en fait. On voit qui est derrière, on voit comment c'est fait, ça permet vraiment d'en savoir plus, en fait, sur la chambre d'hôte et puis de voir que c'est authentique, en fait, et que c'est pas Mmh. juste, voilà, un plat qui a été réchauffé au micro-ondes, mis sur la table, par C'est exemple, vrai. mais que derrière la personne a passé du temps à cuisiner, qu'elle a cuisiné avec amour et cetera. Ça peut vraiment, permettre de personnaliser l'établissement, donc c'est très intéressant. Mais les photos terminées, je pense aussi que c'est important plutôt pour la vitrine, en fait, de l'établissement. D'accord, OK. Merci pour, ce distinguo. Effectivement, je pense que c'est très clair et donc il faut des 2, mais le bon usage au bon endroit, en fait, la bonne photo, le bon type de photo au bon endroit. OK, très bien. Eh ben, Tout à écoute, fait. je te remercie, vraiment, énormément Mélanie d'avoir bien voulu nous partager tous tes meilleurs conseils, pour apprendre à réaliser des photos culinaires qui attirent l'œil, hein, qui donnent envie d'en savoir plus. Comme tu dis quand on avait préparé notre interview, qui donne envie de manger avec les yeux et j'aime bien cette expression. J'avais envie de la replacer un petit peu dans le contexte. Merci beaucoup. Comme d'habitude, hein, je mettrai toutes les notes, et les liens donc de tes formations dans, la description de cet épisode du podcast et écoute, j'ai hâte. N'hésite pas à revenir vers moi, à me faire signe quand tu auras sorti ta nouvelle formation, des photos au restaurant parce que, clairement pour moi, c'est un sujet, qui intéressera, clairement mes auditeurs et puis moi-même d'ailleurs et puis voilà, n'hésite pas à revenir vers moi à ce moment-là. Encore un grand, grand merci à toi Mélanie d'avoir accepté de venir. Je sais que tu es très, très prise, et j'imagine aussi fatiguée parce que tu viens de sortir d'un gros événement ce week-end où tu as animé énormément d'ateliers. Voilà, merci pour ta pédagogie, merci pour tes conseils et ta générosité, bien évidemment. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Yen, à bientôt. Et voilà mes chers amis, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu, que mon échange avec Mélanie vous a donné envie de passer à l'action et d'en savoir plus sur la photographie culinaire. Je tiens aussi à m'excuser pour la qualité du son pour cet épisode. On a eu quelques bugs d'un point de vue connexion Wi-Fi. Comme on enregistre à distance, ça arrive. J'ai essayé de les rattraper au montage, mais je n'y suis pas parvenue parfaitement comme je l'aurais aimé. Mais en tout cas, j'espère que ça n'a pas trop perturber votre écoute. Retrouvez, comme je l'ai annoncé, tous les liens vers les formations de Mélanie directement dans les notes de cet épisode, mais vous pouvez aussi, si vous êtes en voiture par exemple, les retrouver sur mon site yenbui.fr. N'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix pour me dire si ce type de sujet vous intéresse particulièrement et si vous aimeriez que j'en traite d'autres sur la thématique de la photographie par exemple, sur la manière de mettre en avant son territoire. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et enfin, si vous souhaitez recevoir chaque lundi une bonne dose de motivation dans votre boîte mail, je vous invite à vous abonner à ma newsletter dans laquelle je vous partage chaque semaine des inspirations, des idées, des conseils, des astuces, quelques infos et bons plans en avant-première et voilà, tout un lot de bonnes énergies qui vous attendent chaque lundi dans votre boîte mail. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.